À Reno, au Nevada, 2 femmes non identifiées sont retrouvées mortes. Seules de minuscules fibres peuvent aider la police à démasquer leur meurtrier. Dans une autre affaire, un squelette, un sac de course et un bouton sont les seules traces qu'un criminel a laissées derrière lui. En Floride, un marin est tué sur une plage et une empreinte de pneu est le dernier témoin du passage de son assassin. Parfois, les preuves sont si infimes qu'elles échappent à l'œil nu. Heureusement, pour retrouver la piste d'un criminel, les policiers savent analyser l'infiniment petit. Vous écoutez Les vestiges d'un meurtre, première partie. Reno, au Nevada, est une ville de jeu. En février 1995, un homme prit le parti de tuer sans laisser de traces. Un vagabond fouillait dans une benne à ordures lorsqu'il fit une découverte macabre. Des agents de police de Reno se rendirent immédiatement sur les lieux et trouvèrent le corps d'une femme. Elle était ensevelie sous un tas d'ordures. Pour la police, le mythe du meurtre parfait n'existe plus. Aujourd'hui, les sciences judiciaires permettent de résoudre un cas avec les indices les plus infimes. Mais dans ce cas-ci, c'était comme si le tueur avait décidé de défier le hasard. Plutôt que de se débarrasser du corps dans le désert, où personne ne l'aurait peut-être jamais retrouvé, il en avait fait un paquet et l'avait abandonné dans une benne en espérant qu'elle serait vidée et que personne ne s'en rendrait compte. Il avait procédé de façon bien étrange. La victime avait été placée à l'intérieur de plusieurs sacs à ordures qui avaient ensuite été cousus à l'intérieur d'un sac de couchage. Le tout avait été enveloppé dans du plastique jaune retenu par une corde. C'est le détective David Jenkins qui effectua l'examen préliminaire de la dépouille. C'était très inhabituel et très élaboré comme façon d'envelopper un cadavre. Le meurtrier y avait mis beaucoup d'énergie et de temps. C'est plutôt rare que les tueurs se débarrassent ainsi d'un cadavre. Cette façon de procéder donnait déjà maintes indications à la police. Le meurtrier avait eu besoin de temps pour fabriquer cette sorte de momie, et il avait accompli cette sordide tâche dans un endroit où il était absolument seul. Pour procéder à l'identification de la victime, les détectives consultèrent les dossiers des personnes disparues. Un des cas retint leur attention. Grâce à des photos et aux empreintes digitales de la victime, les policiers déterminèrent qu'il s'agissait de Catherine Powell. Elle avait disparu le vendredi précédant la découverte du corps. Ses patrons avaient signalé sa disparition le lundi suivant, soit 3 jours plus tard, lorsqu'ils avaient constaté qu'elle ne rentrait pas travailler. Powell était institutrice dans une école élémentaire et elle était très aimée de tous, par les enfants, mais aussi par les autres employés. Dès qu'on a signalé sa disparition, tout le monde a senti que quelque chose de grave était arrivé. Ses collègues et les membres de sa famille étaient convaincus que sa disparition laissait présager une issue sinistre. On était loin de penser à une simple fantaisie de sa part. Chez elle, les policiers ne remarquèrent aucune trace d'entrée par effraction ni de lutte. Mais lorsque les membres de sa famille arrivèrent pour examiner les lieux, ils remarquèrent que plusieurs choses avaient également disparu. Un ordinateur portable et une imprimante, une caméra et son sac à main. Pendant que les détectives fouillaient l'appartement, les experts judiciaires examinaient les indices provenant de la benne à ordures. S'il y avait le moindre indice dans les multiples enveloppes entourant le cadavre, les analystes furent incapables d'en découvrir un seul. Les enquêteurs n'avaient jamais travaillé sur un cas semblable. Le tueur avait le souci du détail, ce qui était plutôt inquiétant. Les experts concentrèrent d'abord leur attention sur la dépouille. Les cordes et les diverses enveloppes seraient analysées plus à fond ultérieurement. Les policiers ignoraient comment la victime était morte. Il n'y avait aucune trace de traumatisme sérieux sur le corps. On devrait faire appel à la criminalistique pour connaître le fond de l'histoire.
Pour un œil averti, il y avait plusieurs indices révélateurs. La tâche fut confiée à l'expert Rich Berger du laboratoire judiciaire de Washoe County. Je ne me rappelle pas avoir trouvé autant d'indices potentiels lors de l'autopsie d'un corps. À plusieurs endroits, il y avait des fils bleu-vert. La victime avait aussi des fibres de tissu des pieds à la tête. En plus des fibres, Berger découvrit un fragment de métal emmêlé aux cheveux de la victime. Aucun de ces indices ne correspondait aux échantillons recueillis dans l'appartement de la jeune femme. Tout portait à croire qu'ils étaient reliés au meurtrier. Il y avait également quelques blessures révélatrices sur le corps de la victime. Elle avait été ligotée, bâillonnée et peut-être torturée. Les blessures laissaient présumer que le meurtrier était vraisemblablement un homme. Certains éléments semblaient toutefois indiquer qu'il n'avait pas agi seul. Alors que l'équipe de médecins légistes poursuivait ses recherches, le détective Jenkins passait en revue les relevés des cartes de crédit de la victime. Tout achat récent pouvait lui fournir de précieuses informations. Sa carte avait été utilisée pour l'acquisition d'une chaîne stéréo de 2000 $ le 5 février, le jour même de sa disparition. Le commis déclara qu'il s'était entretenu avec la cliente. Elle s'appelait Powell. Elle avait déclaré être Catherine Powell. Elle achetait cette chaîne pour l'offrir à sa fille à l'occasion de son mariage. Nous avions rencontré la famille de Powell et nous savions qu'elle n'avait pas d'enfants. Selon le commis, la cliente ne correspondait pas à la description de la victime. Il se rappelait également un détail important, le véhicule que conduisait sa cliente. Les détectives parvinrent à retrouver son propriétaire, un certain David Middleton, installateur de câbles. Cette piste nous a permis de concentrer nos efforts sur cet individu, plutôt que sur les seules circonstances entourant la disparition de la victime et l'utilisation de ses cartes de crédit. Les policiers interrogèrent David Middleton au sujet de Catherine Powell. Ce dernier avait récemment installé le câble dans l'appartement de Powell, mais il n'avait échangé que quelques mots. Il ignorait tout de sa disparition, de son meurtre et de ses cartes de crédit. Une vérification de ses antécédents permit à la police de constater que Middleton avait déjà été incarcéré. C'était un ex-policier. Dans l'exercice de ses fonctions à Miami, Middleton avait fait monter une jeune femme dans sa voiture de patrouille, l'avait conduite dans un endroit isolé et l'avait violée. Son insigne de policier lui avait été retiré et il avait purgé une peine de 3 ans d'emprisonnement. Après sa libération, il était parti vivre au Colorado avant de s'installer au Nevada. Sa petite amie fut accusée de fraude pour avoir utilisé la carte de crédit de Catherine Powell. Cette fraude permit à la police d'obtenir un mandat pour fouiller la résidence de Middleton. Nous avons trouvé une arme à feu, un fusil de chasse. La loi du Nevada lui interdisait de posséder cette arme parce qu'il avait des antécédents judiciaires. Middleton fut arrêté pour possession illégale d'armes à feu, mais rien ne démontrait qu'il était impliqué dans le meurtre de Powell. De plus, aucune fibre recueillie chez lui ne correspondait à celle qu'on avait trouvée sur la victime. Middleton fut interrogé à nouveau. Cette fois-ci, il modifia sa version des événements. Il reconnut avoir eu une relation sexuelle avec Catherine Powell. Il avait passé du temps avec elle au cours d'une soirée, puis était parti pour 1 heure. Lorsqu'il était revenu, il l'avait trouvée morte. Il refusa d'en dire plus. Middleton était maintenant le suspect principal dans le meurtre de Catherine Powell. Malheureusement, les détectives n'avaient pas la moindre preuve de sa culpabilité. Au laboratoire judiciaire de Washoe County à Reno, les fibres découvertes sur le corps de Catherine Powell n'avaient pas fourni de nouvelles pistes aux enquêteurs. Dans l'espoir de trouver quelque chose, ils examinèrent à nouveau les blessures sur le corps de la victime. L'une d'entre elles retint leur attention. Elle était en forme de croissant.
Il était possible qu'elle ait été causée par une morsure. Le détective Jenkins fit appel à l'odontologiste Raymond Rawson. J'ai vu quelques photos du corps qui avait été autopsié. Il y avait une blessure sur la partie gauche de sa poitrine, presque à l'aisselle. Cette blessure se démarquait des autres. Elle avait les caractéristiques d'une morsure. La police obtint un mandat l'autorisant à radiographier et à prendre un moulage de la dentition de Middleton et on envoya le tout à Rawson. Quelle pression devait exercer un individu en mordant pour laisser une telle blessure? Parfois, il y a des marques, mais il n'y a pas de blessure comme telle. Pour laisser une blessure, la pression de la mâchoire doit être d'au moins 90 kg. La douleur est insupportable et suscitera bien sûr des cris de la part de la victime. Ensuite, Rawson compara l'empreinte des dents de Middleton à la blessure de la victime. Il superposa à la photographie de la morsure la radiographie du suspect. Les deux images concordaient parfaitement. Une des dents avait des traces d'usure et cette trace était visible dans la blessure. Le lien était évident. La blessure confirmait que Middleton était en compagnie de Powell un peu avant sa mort. Une blessure aussi sévère ne pouvait pas avoir été causée lors des bas amoureux normaux. Mais cette morsure ne prouvait pas nécessairement qu'un meurtre avait été commis. Les policiers devaient trouver d'autres preuves, plus directes. La nouvelle de l'affaire se répandit. Une personne désirant préserver l'anonymat appela la police pour donner un indice potentiel. Middleton avait loué un espace d'entreposage à Sparks, tout près de Reno. Les policiers obtinrent immédiatement un mandat pour fouiller les lieux. Cette information était significative parce que, pour la première fois, nous disposions d'un endroit spécifique où il avait pu envelopper le corps et le garder pendant un certain temps en lieu sûr. À première vue, l'endroit était normal. Il y avait de nombreux objets. Partout ailleurs, les morceaux de ruban adhésif et les cordes auraient semblé des objets bien inoffensifs. Mais avec la découverte de la chaîne stéréo qui avait été payée avec la carte de crédit de la victime, on approchait vraisemblablement du but. On découvrit ensuite les objets qui avaient disparu de l'appartement de la victime. Les agents savaient que Middleton s'était déjà trouvé chez elle. Il était possible qu'il n'ait commis qu'un vol. Quant aux menottes, elles étaient peut-être un reliquat du passé de policier de Middleton. Il était toutefois plus difficile d'expliquer pourquoi il y avait des sous-vêtements féminins déchirés et un pistolet paralysant. Les policiers s'apprêtaient à faire une autre découverte suspecte. Un réfrigérateur avait été couché sur le sol. La base du congélateur avait été découpée et on avait pratiqué des trous sur les côtés. On l'avait modifié, probablement pour pouvoir y mettre un corps. Au-dessus du réfrigérateur se trouvait un système de poulies et de cordes qui était assez solide pour supporter le poids d'un corps humain. Les détectives pouvaient à peine imaginer les perversions auxquelles le suspect s'était adonné à cet endroit. C'était une chambre de torture. Détective David Jenkins. Le réfrigérateur posé à plat ressemblait à un cercueil. Mais Middleton était-il détraqué au point de tuer quelqu'un? Les détectives devaient trouver un lien entre la victime et lui. Dans le réfrigérateur, ils trouvèrent des fibres bleu-vert et des cheveux humains. Ces indices leur donnèrent un peu d'espoir. Le réfrigérateur fut transporté au laboratoire judiciaire où Richburger analysa les fibres. Les fils trouvés dans l'appareil semblaient identiques à ceux recueillis sur le corps de Powell.
De plus, les marqueurs génétiques des cheveux étaient semblables à ceux de la victime. Les fibres sur le corps de Powell étaient du coton à 100% bleu-vert. Rich Burger, expert légiste. Elles ressemblaient à celles du frigo, qui était également du coton à 100% et de la même couleur. Aussi, le fragment de métal trouvé dans la chevelure de Catherine Powell correspondait au métal et à la peinture du congélateur. Le fragment de métal trouvé dans les cheveux de la victime provenait des perforations rudimentaires qu'on avait pratiquées dans la paroi du congélateur pour laisser passer l'air. Les enquêteurs avaient enfin trouvé le lien qu'ils cherchaient. Les micro-indices démontraient hors de tout doute que la victime s'était trouvée dans l'espace d'entreposage de David Middleton. Il était plausible de présumer que sa mort avait été causée par la suffocation. Les trous étaient trop petits pour que l'oxygène entre en quantité suffisante. Pendant que les experts tentaient de reconstituer le crime monstrueux de Middleton, ils apprirent que Powell n'était peut-être pas sa seule victime. Le 9 avril, un homme faisait une promenade avec son chien aux abords de Verdi, au Nevada. Il découvrit un squelette humain au milieu de cordes pleines de nœuds et de sacs à ordures. Les policiers apportèrent le squelette au laboratoire judiciaire où l'on compara son code génétique à celui des personnes portées disparues. Les experts disposaient déjà d'un code génétique semblable dans leur dossier. Une vérification du dossier dentaire permit de confirmer l'identité de la victime. Elle s'appelait Thelma DeVilla et travaillait dans un des casinos les plus importants du secteur. On avait signalé sa disparition le 8 août 1994, le jour même où Middleton avait loué l'espace d'entreposage. Les cordes et les sacs à ordures trouvés sur son squelette n'étaient pas sans rappeler l'état dans lequel le corps de Catherine Powell avait été retrouvé. Les nœuds fournissaient également des informations sur les dernières heures de la victime. Dans les deux cas, les nœuds étaient extrêmement serrés, ce qui indiquait que les femmes étaient en vie lorsque leurs mains et leurs pieds avaient été ligotés. Elles s'étaient débattues vigoureusement pour dénouer leurs liens avant de mourir. Nous avons analysé les nœuds des deux meurtres et les avons comparés. Détective David Jenkins. C'était le même type de nœud dans les deux cas. L'ADN de DeVilla fut ensuite comparé à des échantillons recueillis dans l'espace loué par Middleton. Les résultats étaient indiscutables. Tout comme Powell, elle s'était trouvée à cet endroit. L'ADN de plusieurs autres personnes avait également été découvert au même endroit. Si David Middleton était un tueur en série, Powell et DeVilla étaient ses seules victimes connues. Les derniers éléments de l'enquête se mettaient en place. On avait pu reconstituer assez nettement la séquence des événements qui avaient conduit Powell à la mort. Middleton était installateur de câbles. Il avait sans doute eu accès à son appartement en prétextant qu'il devait vérifier le fonctionnement du câble. C'est alors qu'il l'a agressée et qu'il l'a conduite à son espace d'entreposage. Une fois à destination, il l'a ligotée, brutalisée, puis enfermée dans le réfrigérateur. Elle est morte par manque d'oxygène. Middleton a ensuite méticuleusement enveloppé son cadavre dans des sacs à ordures, les a cousus dans un sac de couchage, puis a entouré le tout d'un plastique jaune retenu avec de la corde. Finalement, à la faveur de la nuit, il a jeté le corps dans la benne à ordures. Les policiers ont eu la chance que quelqu'un retrouve ce corps. Middleton n'avait sans doute pas pensé que cette benne pleine à ras-bord pouvait également attirer des clochards à la recherche de quelques trésors. Il avait été rusé, mais pas assez. Les enquêteurs avaient également découvert que Middleton avait installé le câble dans un appartement près de la résidence de Thelma DeVilla la semaine précédant sa disparition. Un voisin se rappelait avoir aperçu Middleton dans les parages. Le 15 septembre 1997,
un jury trouva David Middleton coupable de 2 meurtres au premier degré. Sans les preuves génétiques, les fibres, les fragments de métal, les experts et surtout le témoignage du médecin légiste, nous n'aurions eu aucune chance. Tom Villoria, procureur adjoint. Sans les micro-indices, nous n'avions rien. Les preuves étaient si convaincantes que Middleton fut condamné à 2 peines de mort par injection. Ce n'était pas le type de tueur habituel. Contrairement à la plupart d'entre eux, il était à la fois méfiant et rusé. C'est une combinaison dangereuse. Que le meurtre soit commis dans la jungle urbaine ou dans un endroit isolé en campagne, il reste toujours des indices pour raconter les événements. Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn, Robert Whitehill et Robin Bates, et il a été réalisé par Rod Gardner et David Aycox. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.